Donc je vais pas vous faire de grands discours, mais juste vous dire bienvenue pour cette 5e édition du festival Nourriture élémentaire. Voilà, on est très heureux que ça aille jusqu'à la 5e. Et puis on est surtout aussi très heureux de travailler avec Muriel, qui nous est très précieuse depuis qu'elle est avec nous sur le festival. Et on est très heureuse de l'accueillir ce soir. Alors cette soirée donc est un peu exceptionnelle, puisque c'est une nouveauté en fait. Voilà, cette soirée dédiée vraiment aux vignerons, et on est aussi très heureux de ça. Voilà, de faire une place comme ça au vin et de pouvoir voilà, partager ce savoir avec vous. Et puis il y aura 2 moments dans la soirée. Donc il y aura un moment avec l'intervention de Muriel, et puis un autre moment vers 20h45 avec évidemment des dégustations de vin. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous attends sur les autres événements. Oui, donc il y a 2 moments en fait, 2 moments dans la soirée. Un premier moment avec l'intervention de Muriel, et puis un deuxième moment avec des dégustations de vin. Voilà, et qu'est-ce que je disais? Et bon, on vous attend sur les autres événements du festival. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Alors bonsoir, donc moi je suis Muriel Roudot, je suis l'attachée de presse du syndicat des vins de Chinon. Donc je ne suis ni historienne ni quoi que ce soit, mais à force de travailler de rechercher des informations sur Chinon pour faire des beaux dossiers de presse qui intéressent les journalistes, eh ben on passe du temps dans les archives. Donc voilà. Alors pour faire cet exposé, est-ce que vous m'entendez? Bon. Pour faire cet exposé, je me suis posé des questions très très simples. À quoi pouvait bien ressembler le vignoble de Chinon autrefois, avant la période du phylloxéra? À quelle époque remonte son origine? Quelle était l'ampleur de ce vignoble? Quels cépages étaient en culture? Et est-ce que les vins circulaient, ou était-ce essentiellement une consommation locale? Et s'ils circulaient, comment circulaient-ils et quels étaient les marchés principaux? Des questions en apparence très très simples, auxquelles il est vraiment pas facile de répondre, mais on peut toutefois s'appuyer sur quelques éléments sérieux. Alors, comme vous le savez, Chinon n'est pas un isolat, hein, bien au contraire, c'est le carrefour de 3 provinces, la Touraine, le Poitou et l'Anjou. Elle est desservie par une rivière, la Vienne, qui retrouve la Loire rapidement à une dizaine de kilomètres à Camp-de-Saint-Martin. La Vienne est en connexion avec le Clin, un cours d'eau en amont de Châtellerault qui dessert le Poitou et qui, dès 1609, était canalisé, et avec la Creuse. Alors, François de Izara, dans son livre sur la Vienne, dans son magnifique livre sur la Vienne, il écrit que dans ses relations, Chinon était une petite ville tourangelle qui tenait autant au Poitou qu'à l'Anjou, d'autant que peu de ponts franchissaient la Vienne, et que pour qui se rendait de Touraine en Poitou, Chinon fut longtemps un point de passage incontournable. Et en effet, dans les textes anciens, la situation géographique avantageuse est signalée partout. Alors on va commencer par la Loire, parce que le commerce à l'export des vins de Chinon dépendait essentiellement de ce fleuve. Alors je suis désolée pour la carte, elle est un peu pas terrible, mais on ne trouve pas de très jolie carte de la Loire. Il y a eu une découverte majeure concernant la Loire ces dernières années grâce à des techniques comme la géophysique aéroportée ou les cartes aéromagnétiques qui permettent de voir en fait le sous-sol depuis le ciel. Alors, ces nouvelles recherches effectuées par le Bureau des recherches géologiques et minières et l'article scientifique de Pierre Niling de 2010 auquel je fais référence ici ont mis au jour 2 fleuves et non pas une Loire. En fait, il y avait en effet, je ne sais pas si vous voyez mon curseur là sur le... Alors, il y avait en effet originalement un fleuve ici qui se jetait dans la mer en Loire-Atlantique. Mais il y avait aussi ce que les scientifiques appellent ici la partie qui va du Mont-Gerbier-de-Jon et qui remonte jusqu'à Orléans. Donc, il y avait ici ce que les scientifiques appellent une paléoloire,
qui s'écoulait donc tout droit depuis la source du mont Gerbier-de-Jon jusqu'au centre du bassin de Paris. En fait, cette partie est définie comme la direction primitive du fleuve qui semble couler vers la Seine. Et en effet, le coude là, que le fleuve amorce à l'ouest, près d'Orléans, marque une rupture brutale de sa trajectoire qui appartenait jusque-là au Massif central pendant 450 km. Donc cette Paléoloire aurait rejoint la Seine par le loin. Et la Paléoloire a disparu à cause d'un soulèvement terrestre lent et progressif sur un axe nord-ouest-sud-est allant du Perche au Morvan, qui a entraîné en fait la capture de la Paléoloire par la Loire-Atlantique, produisant ainsi la Loire actuelle. Ceci explique donc sa forme. Et si vous observez la carte, les affluents de la Loire uniquement sur la rive gauche ont eux aussi ce coude qui part à l'ouest, comme des répliques si vous voulez. Alors il est plus petit sur la Vienne, mais l'origine du coude qui est observable chez nous dans le Chinonais vient de ce phénomène. La Loire est un fleuve récent, puisque le Quaternaire est la période la plus jeune sur l'échelle des temps géologiques, environ 2 millions d'années. Alors s'intéresser à la forme de la Loire ou de la Vienne peut paraître un peu secondaire, mais en fait pas du tout, puisque c'est cette forme qui a absolument tout conditionné. L'hégémonie de la ville d'Orléans pendant plusieurs siècles, la navigation, la circulation des marchandises et même toute l'économie du royaume, car comme l'écrivait Vauban, la Loire est la plus grande rivière du royaume, celle qui a le plus de navigation et qui fait la meilleure partie du commerce de la France. Et avant lui, tous les puissants et tous les rois de France, sans exception, signalent la domination économique de la Loire et ses apports au royaume de France. Alors, de ce fleuve, les vignerons ont tiré parti. Et on peut même dire, si l'on suit la théorie d'Olivier de Serres, qui était un grand agronome au XVIe siècle, que le principal accélérateur du développement de la viticulture en Val-de-Loire reste le fleuve lui-même, le plus long d'Europe après le Danube. Pour Olivier de Serres, c'est la débite, c'est-à-dire la possibilité de débit du vin qui est la règle de vignoble. Et il ajoute, si n'êtes en lieu pour vendre votre vin, à quoi servirait donc un grand vignoble ? Roger Dion s'appuie sur la thèse d'Olivier de Serres et il ajoute en 1959 « On ne peut pas expliquer par les seules propriétés du sol et du climat la géographie viticole de la France. Il faut la mettre en rapport avec la géographie de la circulation. » Cette théorie, elle nous renvoie à la question de l'origine du vignoble de Chinon. Et si vous reprenez votre carte et que vous la regardez à présent par le prisme d'Olivier de Serres et de Roger Dion, vous comprenez alors pourquoi, au vu de sa situation géographique, le vignoble de Chinon s'est développé. Alors, il y a peu de sources écrites anciennes sur l'origine du vignoble, il y en a au VIe siècle. Pour trouver des informations, il faut se tourner vers les dernières publications de recherche archéologique qui s'appuient en fait sur des fouilles qui ont eu lieu dans le Chinonais. Celles-ci prouvent la présence de la culture de la vigne dans les tout premiers siècles après Jésus-Christ et confirment donc que le vignoble de Chinon est bien un vignoble antique, planté par les Romains, puisque les Gaulois n'ont pas eu officiellement le droit de planter de la vigne avant l'an 273, qui correspond à l'édit de Probus, qui libère en fait le droit de plantation pour les Gaulois. Il y a eu plusieurs édits, mais le dernier qui a le plus compté, c'était l'édit de Probus. Alors les datations des archéologues et historiens restent cependant un peu floues. Ils situent l'origine du vignoble entre la fin du 1er siècle et le début du 3e siècle. Donc c'est une découverte cohérente si on la met en rapport avec le temps nécessaire à l'acclimatation des cépages au climat septentrional. Mais justement, quel cépage a Chinon dans les temps antiques ? Alors c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Toutefois, un article dans la revue scientifique Nature Plant vient d'être publié en juin concernant l'analyse ADN de pépins de raisin trouvés dans les fouilles archéologiques dans le sud de la France. Et on apprend que la culture de la mondeuse blanche, qui est donc un cépage antique, est maintenant attestée à l'époque romaine. Et le savagnin descend de la mondeuse blanche et la génétique avait auparavant établi que le savagnin était l'un des parents du chenin et du sauvignon. Alors de là à voir ces cépages présents dans les vignobles ligériens dans des temps anciens, il y a quand même un grand pas à franchir.
Et puis, il y a un autre bémol quand même. Le fait que deux variétés soient issues d'un ou de même géniteur ne les rend pas mécaniquement contemporains. Donc Sauvignon et Chenin sont issus du Savagnin, lui-même issu de l'antique Mondeuse Blanche, mais leurs obtentions respectives peuvent être très éloignées dans le temps. Alors le Chenin est considéré par les spécialistes comme le cépage de Loire qui n'aurait pas été importé. Il n'a pas été introduit comme le Cabernet Franc à Chinon, mais obtenu au fil du temps et dans le proche Anjou. Alors l'histoire de l'introduction des cépages dans les régions françaises est complexe. Le Cabernet Franc viendrait d'une plante plus ancienne, du nom de Biturica, qui est vraisemblablement venue d'Espagne. Après une période d'acclimatation au nord de l'Espagne, où il fait froid l'hiver, Biturica serait arrivé en Aquitaine, et le Cabernet Franc pourrait être, sous un nom différent, un descendant en fait de l'antique Biturica. Le vignoble de Bordeaux, planté par les Romains, est né aux environs du 1er siècle. Celui de Chinon, on peut dire raisonnablement au 2e siècle, puisque fin du 1er, début du 3e, bon, on va dire 2e. Mais l'histoire ne dit pas s'il s'agissait déjà de plantation du cépage Cabernet Franc ou Biturica, qui serait remonté depuis Bordeaux. Néanmoins, la présence de vignes bordelaises est pour la première fois attestée par écrit dans le proche Anjou, dès le XIe siècle, en 1055 exactement, sur la dénomination de plan de Bordeaux. Mais rien ne dit qu'il s'agisse de Cabernet Franc non plus, parce que plan de Bordeaux, on ne sait pas. En dehors des mentions de cépages faites par Rabelais dans Gargantua en 1534, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle et le tout début du XIXe pour les voir signalés dans les documents. Et quand on épluche les archives, on a la surprise de découvrir que Chinon s'était spécialisé en fait dans la culture du Cabernet Franc et du Chenin assez rapidement, c'est-à-dire au tout début du XIXe siècle, et non pas après le phylloxéra comme on aurait pu le penser. Je n'ai pas trouvé de traces, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas trouvé de traces écrites de la folle blanche ou du gros lot à Chinon. Mais on sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au XXe siècle, il y avait de la folle blanche sur la rive gauche de la Vienne à Chinon, et c'est assez cohérent avec l'implantation des cépages qu'il y avait dans le proche Poitou. Alors, en évoquant la circulation des cépages, on constate que l'implantation du Cabernet Franc en amont de la Loire à Ventours est plus rare. Beaucoup d'autres cépages sont préférés dans l'est de la Touraine, le Blésois, l'Orléanais, qui subissent plutôt l'influence des cépages venant de l'Est ou de la Bourgogne, alors que le Cabernet Franc nous vient de l'entrée ouest de la Loire. Donc du point de vue de l'implantation des cépages, Chinon, situé à la limite de l'Anjou, a bien plus à voir avec l'Anjou qu'avec la Touraine. Alors, comment s'organise la circulation des vins sur la Vienne et sur la Loire ? Mon propos n'est pas du tout ici de détailler la batellerie, le sujet ayant fait l'objet de nombreux livres, fantastiques d'ailleurs, que je vous recommande. Je vais simplement vous décrire dans les grandes lignes cette organisation. Donc, en premier lieu, il y a ce qu'on appelait la communauté des marchands fréquentant la Loire et les fleuves descendant en Issel. La première trace écrite de l'existence de cette communauté, des MF, on les appelle comme ça, les MF, donc les marchands fréquentants, date de 1402, qui correspond à l'assemblée connue la plus ancienne. Et elle exercera le monopole du commerce et de la navigation sur la Loire jusqu'en 1772. Là, vous avez le premier acte de création de cette assemblée. La communauté des MF n'est pas une association d'individus, en fait. C'est une sorte de ligue fédérative, un syndicat interprofessionnel, si vous voulez, qui rassemble les marchands, les négociants, les acheteurs, les vendeurs, les armateurs et voituriers par eau. Donc les MF veillent au bon déroulement de la navigation, car rien ne doit entraver le libre commerce. Leurs prérogatives concernent le balisage, l'entretien des voies, la réformation des péages. Ils défendent les intérêts des membres de leur communauté et intentent des procès à ceux qui les empêchent de commercer ou qui ne respectent pas une certaine éthique. Donc, si un marchand ou un voiturier avait à se plaindre, la communauté faisait sienne sa réclamation. Le financement de cette communauté se faisait par le droit de boîte ou de bouette. Elle correspondait au départ à 1,96e de la valeur de la marchandise transportée. Puis, plus tard, on peut trouver des prix fixes à ce droit de boîte en fonction de certaines marchandises. Par exemple, en 1678, le droit de boîte était d'1 sol et 3 deniers par pipe de vin.
La communauté compte au total 73 délégués élus pour 3 ans, représentant 35 villes ou ports de la Loire et ses affluents. Chinon élit 2 délégués tous les 3 ans qui sont choisis parmi les notables de la ville. Les assemblées ont systématiquement lieu à Orléans et on a une liste partielle des délégués de Chinon. Malheureusement, elle n'est pas complète depuis 1402, mais par exemple, en 1546, on sait que Vincent Roy et Pierre Ferrand le Jeune, par exemple, étaient délégués DMF. Alors, lorsque vous transportiez une marchandise sur la rivière, votre contribution au droit de boîte était obligatoire. Et ipso facto, en l'acquittant, vous faisiez en quelque sorte partie de cette communauté. Pour l'anecdote, la boîte, c'est aussi le nom que l'on donnait à la quantité de vin qu'un équipage avait le droit de prélever pendant le trajet. J'adore le mot prélever. Cette boîte-là, elle était parfois mise par écrit dans les contrats entre les marchands et les transporteurs. Et je dirais qu'il valait mieux. Alors, il y a de nombreuses sociétés de transport, appelées voituriers par eau, pour lesquelles travaille une myriade de mariniers. Voici un document qui recense les bateaux et les mariniers de Chinon en 1791. Il y a 65 bateaux basés à Chinon qui assurent le transport des marchandises de façon permanente, 65. 69 marins sont recensés, dont 23 pêcheurs. Le quartier des mariniers est celui de Saint-Jacques, donc de l'autre côté du pont de Chinon, pour ceux qui ne sont pas de Chinon. Et les pêcheurs habitent plutôt le quartier Saint-Maurice. Il y a aussi 13 charpentiers en bâtiment de marine. Je n'ai recensé que 3 tonneliers, un à Chinon, un à Rivière, un autre à Saint-Germain. Mais à mon avis, il devait y en avoir plus, car le port de Rivière était spécialisé dans la réception des mérins pour construire les tonneaux. Et certains bateaux qui arrivaient en contenaient des quantités importantes, jusqu'à 15 000. La consommation de bois pour la vigne est imposante, car il faut comprendre qu'un tonneau, une busse ou une pipe de vin qui partait ne revenait jamais. Ce qui me fait dire qu'il y avait plus que 3 tonneliers dans le Chinonnais, même si je n'en ai pas trouvé trace. Le nombre de voituriers ou de mariniers à Chinon ne devait pas non plus suffire pour transporter le vin, car j'ai retrouvé des bons de transport, d'export, là, que vous voyez, des vins de Chinon, qui concernent l'année 1736. Et j'étais étonnée de voir que des voituriers par eau de Blois ou d'Orléans venaient jusqu'à Chinon chercher des commandes de vin. Dans ces 58 bons que j'ai retrouvés, aucun transporteur de Chinon n'est mentionné. J'ai lu aussi qu'il fallait 6 mois pour faire un aller-retour Chinon-Paris en bateau. Il y a un fait, alors là c'est un peu plus compliqué, mais il y a un fait très particulier à Chinon. Les droits perçus pour le passage des vins allaient pour majeure partie à l'Anjou. En amont du pont de Chinon, c'est-à-dire que quand on va de Chinon à Châtellerault, par exemple, les droits de péage et de passage des marchandises qui s'acquittent sur cette partie de la Vienne vont à la Touraine. Mais de l'autre côté du pont, en aval du pont de Chinon, c'est-à-dire en direction de Cande, les péages vont au comte d'Anjou et à l'abbesse de Fontevraud, depuis une charte datée de 1127. Chinon et son vin dépendaient pour partie fiscalement de l'Anjou. Et comme c'est bien cette partie de la Vienne qui rejoint la Loire et que la majorité du commerce du vin se fait par la Loire, c'est bien l'Anjou qui profitait le plus de ces taxes. Alors moi j'ai cherché d'autres exemples comme ça et je n'ai trouvé aucun pont qui payait des droits à une partie, une région, puis après une autre. Aucun. Donc c'est vraiment particulier. Sauf à Ingrande, évidemment, sauf à Ingrande sur Loire, qui s'appelait Ingrande de Bretagne, qui était la douane entre la Bretagne et la France, entre guillemets, enfin l'Anjou. Là, en effet, il y a la partie amont de la Loire, c'est l'Anjou, enfin c'est la France et l'Anjou qui touchent les taxes, et la partie aval, c'était la Bretagne. J'en étais où? Ah oui, on s'acquitte en fait des droits sous le pont de Chinon, et une fois que vous avez payé les droits à Chinon, donc de passage sur la partie aval, votre marchandise était libérée dans tout l'Anjou. C'est-à-dire que vous ne payez plus les taxes, mais seulement les octrois selon les villes où vous déposiez vos marchandises. Alors, il faut préciser qu'historiquement, Chinon fait partie des possessions des comtes d'Anjou depuis l'année 1044 jusqu'en 1154,
et qu'à partir de cette date, les comtes d'Anjou possèdent toujours Chinon, mais deviennent rois d'Angleterre. En 2007, lorsqu'il y a eu les travaux pour reconstruire une partie de la forteresse, les archéologues ont découvert 4000 mètres carrés dans la partie du fort Saint-Georges, qui était spécifiquement dédiée à la gestion administrative et politique sous Henri II Plantagenet. J'espère qu'un jour, on pourra voir ce qu'ils ont trouvé. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir apparaître le premier acte relatif à l'exportation des vins noirs dans les ports d'outre-Manche en 1154. Ce premier acte mentionne les vins d'Anjou. Oui, mais lesquels? La question reste sérieusement ouverte. Quoi qu'il en soit, on sait que l'Angleterre et la Flandre, dès le XIe siècle, viennent chercher des vins sur la Loire. Il y a aussi des traces de voyages plus anciens, plus étonnantes, comme Irlande-Nantes, Irlande-Noirmoutier, dès le 7e siècle. Et c'est surprenant parce que l'Irlande est très liée à Bordeaux. En fait, ces pays non producteurs de vin viennent chercher au plus près et au plus facile pour eux. Donc ils fréquentent les ports de Rouen, Nantes et plus tard La Rochelle. Alors à partir du XVIe siècle, on voit apparaître un autre marché sur la Loire, celui de la Hollande. Les Hollandais montrent d'abord une réelle appétence pour les vins blancs doux, sucrés, comme ceux de Vouvray ou du Layon. Mais on constate que des vins issus de tous les bassins de la Loire figurent dans les commandes hollandaises. Ils s'approvisionnaient aussi bien à Blois, Vouvray, Saint-Nicolas, Chinon, Saumur et Angers. Alors il y a de nombreuses contradictions dans les textes anciens concernant l'idée que les vins de Loire qui partaient pour l'export étaient de meilleure qualité que ceux qui restaient au pays. Alors, au vu du prix très élevé de la douane basée à Ingrandes-sur-Loire, cela semble logique, puisque tout vin qui avait franchi la barrière douanière d'Ingrandes devenait automatiquement un vin cher. Mais c'est sur la qualité qu'il y a un doute, sur les différentes qualités. Parce que Philippe Montelier, qui est un auteur formidable du XIXe siècle et qui a écrit des choses formidables sur la Loire et le commerce, il écrit « Les marchands de Nantes et leurs commanditaires hollandais recherchent moins le vin de qualité que le petit vin, surtout blanc, qu'ils frelatent pour mettre au goût de leurs clients et dont ils dégagent de substantiels profits. Cela est confirmé par le Nantais Jean Héon en 1600, enfin au XVIIe siècle, je ne sais plus exactement la date, je l'ai perdue, 1646. Jean Héon écrit « Les Hollandais faisaient sortir de France chaque année par la seule rivière de Loire plus de 30 000 pipes. Une pipe, c'est 480 litres, donc ça fait 14 400 000 litres de vin frelaté qu'ils débitaient dans les pays septentrionaux. » Alors, une façon de faire du commerce qui ne considérait pas comme un délit d'ajouter de l'eau de vie dans un tonneau de vin. Pour les locaux dont la culture du vin est bien ancrée, c'est évidemment une tricherie. Pour les Hollandais qui ne produisent pas de vin, c'est une adaptation du marché au goût du consommateur, une façon de faire du commerce. En réalité, il semble que les marchands du Nord exportaient des vins de différentes qualités pour différents usages. Les quantités sont décrites comme importantes, même si finalement nous avons assez peu de preuves sur celles-ci et sur les provenances exactes des vins. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la marine française ne possède que 600 vaisseaux au XVIIe siècle. Les Hollandais viennent chaque année dans les ports de la Loire, de La Rochelle et de Bordeaux avec plusieurs milliers de vaisseaux du mois d'octobre à décembre, qui correspond au moment des foires au vin. Donc la puissance maritime et commerciale des Hollandais est telle qu'elle va jusqu'à modifier même l'aspect du vignoble et son exploitation. Le Gers, la Charente, le Poitou subissent fortement l'influence hollandaise et bientôt, la fabrication d'eau-de-vie supplantera celle des vins dans ces régions-là. Dans le Bordelais, le vin blanc est produit en grande quantité et les vignobles de Bergerac et de Sainte-Foy fournissent des vins mélangés avec du sucre et du sirop que seuls les Hollandais achètent. Quand on peut dire une petite vacherie sur Bordeaux. Roger Dion écrit « Dans toutes les parties de la France vinicole où les commerçants hollandais
établir leur emprise. On voit à côté du vignoble fournissant à l'exportation le contingent traditionnel de vins de qualité, sans développer un autre, d'où l'on tire à peu de frais des vins plus faibles, demandés par un acheteur étranger qui sait en faire son profit. L'export est brutalement interrompu parce que Louis XIV déclare la guerre aux Hollandais en 1672 jusqu'en 1679. Et il persécute aussi les protestants, tant qu'à faire. Et la Hollande est un pays réformé. Des vignerons protestants, originaires de la vallée de la Loire, rejoignent les Hollandais. Certains partis en Afrique du Sud, ils avaient déjà emporté avec eux le cépage chenin. Et n'étant pas vignerons, les Hollandais se sont appuyés sur le savoir-faire des vignerons de Loire qui les ont rejoints pour produire du chenin là-bas, en Afrique du Sud. Le commerce avec la Hollande reprendra lentement après la guerre pour s'éteindre à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Mais de quel volume parlons-nous? Alors, j'ai relevé quelques quantités, mais bon, c'est très très difficile d'avoir les volumes. Mais là, il y a des choses un peu bizarres. Au Pont-de-Cé, en 1753, 9893 tonnes de vin passent au Pont-de-Cé et sont signalées pour l'export. Sauf que la douane d'Ingrande, quelques kilomètres plus loin, la même année, ne voit passer que 229,2 tonnes. Et alors qu'à Nantes, on exporte 5127,07 tonnes. Où sont les différentiels? D'où ça vient? Est-ce que tout d'un coup on prenait la route pour pas payer la douane d'Ingrande? Est-ce que ce sont des vins d'autres millésimes qui étaient déjà en stock à Nantes et qui partaient? Bref. Voilà. Donc là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à trouver 3 dates avec à chaque fois les quantités pour ces 3 villes. Mais bon. Alors, en 1761, on est encore en guerre, on est en guerre contre la Prusse et l'Angleterre, on n'arrête pas, voilà. Donc, entre 1756 et 1763, on est en guerre. Et là, on pourrait se dire, il y a moins de vins qui partent de Nantes. Non, il y en a plus. Et pourtant, il y en a moins au Pont-de-Cé, et il y en a encore moins à Ingrande. Alors, voilà. Et en 1766, même chose, sauf que là, on voit des volumes vraiment très bas. Alors, pour moi, ça, c'est pas des grands volumes, quoi. C'est pas des volumes super importants. Alors, 93% de ces vins-là vont vers la Flandre et la Hollande. Alors, à cela, et je le dis parce que je suis brestoise, à cela, il faut ajouter la consommation bretonne. Et d'après le maire de Tours, 2740 tonnes de vin annuellement vont en Bretagne. En 1785, en tous les cas, on a la preuve de cette quantité. Donc, une tonne, c'est 10 hectolitres. Donc, ça fait 27 400 hectos. Alors, dans un autre document tourangeau, celui-ci, de 1808, là, c'est plus sérieux parce que plus on avance, plus on se rapproche des temps modernes, on va dire, plus les relevés sont rigoureux. Donc, il est signalé que 44 895 hectolitres de vin blanc partent pour les Pays-Bas et que l'export du rouge pour Paris ou la Normandie correspond à 127 312 hectolitres. Donc, il n'y a pas que les Bretons qui boivent, il y a les Parisiens aussi. Il y a beaucoup de Bretons à Paris, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est un peu rose. Alors, car en effet, donc, en même temps que le marché hollandais s'ouvre, en effet, en même temps que le marché hollandais s'ouvre une autre voie pour le vin, celle de Paris. Le canal de Briare est effectif à partir de 1646. Les vignerons de Chinon exportent alors leur vin à Paris. Sur les 58 bons de transport dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai retrouvés datant de 1736, 22 sont à destination d'Orléans, 25 à destination de Paris, 3 pour Tours, 4 pour Orléans et Paris ensemble, et 4 dont la destination n'est pas précisée ou n'est pas lisible. Alors, là, vous avez un bon de transport, enfin, une quittance, en fait, des droits de courtier. Parce que pour vendre son vin, il fallait acheter une quittance, acheter une quittance de droit de courtier. Alors, si je m'appuie sur les documents retrouvés pour Chinon, j'obtiens en quantité, uniquement pour Paris,
Orléans, 54 poinçons, 262 bus, 15 pièces et 5 cartaux. Oui, c'est plus simple de mélanger les mesures. Pourquoi faire simple? C'est bien d'avoir plein de contenants différents, c'est très facile pour les calculs. Donc ça correspond à 803,25 hectolitres juste sur ces 58 bons-là. Et si vous faites bien attention, ici, vous voyez que ce bon-là, il a le numéro 283. Et je n'en ai retrouvé que 58. Donc, les quantités pour cette année-là, ça veut dire qu'il y a au moins 283 voyages par an. Là, on est sur l'année 1736. Donc, les quantités pour cette année-là sont vraiment plus conséquentes. Et rien ne dit qu'il n'a pas été émis plus de bons encore. Puisque moi, j'ai retrouvé 283, mais il y a peut-être 325, j'en sais rien. Un autre document, là c'est compliqué, un autre document assez passionnant de 1730 et quelques, j'arrive pas à lire le dernier chiffre parce que c'est très très difficile de lire les graphies anciennes, répertorie à Chinon, là c'est tous les vins qui sortent par les différentes portes de la ville. En fait, il y a 6 portes dans la ville. Ce document fait 9 pages dans lesquelles sont consignés les noms, les quantités sorties et la taxe. Alors, hop, j'ai fait un gros plan. Donc voilà. Alors à gauche, à côté du nom, si vous regardez, vous voyez des chiffres là, à gauche là. À droite, c'est les taxes. À gauche, c'est les chiffres. Et là, par exemple, là, le 2B, ça veut dire 2 bus. 3B, 3 bus. 1B, 1 bus. Okay. Donc, lorsqu'on ajoute les quantités de ces 9 pages-là, on obtient 1100 bus de vin à minima, parce que j'ai pas compté les virgules et quelques, soit 2640 hectolitres. Alors, malheureusement, ce livre de compte ne donne pas l'année de la récolte, ne dit pas si ce vin est à destination des locaux, s'il va à l'export, s'il part par la route ou par la rivière. Alors, dans un mémoire de 1820, Georges Laurent du Petit Thouars, clin d'œil à Sébastien, signale qu'un seul marchand de Montsoreau expédiait à lui seul 20 000 pièces de vin annuellement. Donc, toutes ces quantités qu'on trouve, c'est difficile de vous donner une réalité du marché. Enfin, c'est vraiment... c'est compliqué. Et dans ce mémoire, du Petit Thouars plaide en fait pour la construction d'une route entre Chinon et Saumur. Parce que Chinon est au carrefour du Poitou, de l'Anjou, comme on l'a dit. Il y a une route royale qui passe par le pont qui mène au Poitou. Mais c'est incroyable. Moi, je ne savais pas, quand j'ai lu ce mémoire, qu'en 1820, la route qui mène de Chinon à Saumur n'existe pas, quoi. Et donc, du Petit Thouars, il plaide pour la construction d'une route entre Chinon et Saumur, et pour cela, il fait appel à l'argument du vin. Notre côte présente un vignoble important auquel une route viable est aussi bien qu'ailleurs nécessaire pour l'arrivage de ces vins. Les négociants de Saumur et de Chinon, leurs agents ou courtiers qui, à cause des marchés, le fréquentent au moins 4 fois la semaine, que les marchands de vin de Paris, de la Sarthe et de la Mayenne, qui viennent tous les ans explorer notre côte et en acheter les vins, que les marchands qui fréquentent les foires, et enfin que les 33 000 âmes qui peuplent cette route, émassent autant s'embarquer, eux, leurs chevaux, leurs charrettes, leurs voitures, ramer toute leur vie et remonter péniblement les courants, que de suivre des routes faciles et belles. C'est un très joli mémoire, un peu virulent. Je vous conseille de le lire. Vous pouvez le trouver sur Internet, en libre, enfin, vous pouvez le lire sur Internet. Donc, vous l'aurez compris, les données sur les quantités de vin produites à Chinon ne sont que fragmentaires, en fait. Et quand bien même j'ajouterais plein de données fragmentaires, je ne suis pas sûre d'avoir la quantité. C'est un peu plus précis sur les quantités produites à l'hectare. Alors, elles sont très faibles, accrochez-vous, dans tous les documents comptables que j'ai vus, on peut dire qu'en moyenne, on produit 16 hectolitres par hectare à Chinon jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Concernant les surfaces de vignes, le vignoble de Chinon est morcelé en de nombreuses petites parcelles. Les premiers chiffres qui mentionnent des surfaces n'apparaissent qu'au début du XIXe siècle. Avant cela, nous n'avons pas d'informations sérieuses.
Alors, je vous livre ce que j'ai trouvé. Vers 1808, il y a 1589 hectares répertoriés, mais il manque de nombreux villages. Et il en manque beaucoup parce que en 1836, c'est-à-dire à peine 30 ans plus tard, on arrive déjà à un total de 4190 hectares sur l'appellation. Et juste avant la période du phylloxéra, on comptabilise 5391 hectares. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aujourd'hui 2400 hectares en production à Chinon. En 1813, là on a un document intéressant, on sait que 31 974 hectolitres ont été produits, que 19 047 hectolitres sont consommés dans l'arrondissement, c'est précisé, que 1036 hectolitres sont envoyés en distillerie, sont brûlés pour faire de l'eau de vie. Il reste donc un mystère sur les 11 891 hectolitres restants. Export, pas export, on ne sait pas. Et dans ce même document, il signale 4 347 hectares sont comptabilisés, mais là où c'est intéressant, c'est que 679 d'entre eux sont répertoriés comme des crus, avec notifié que les vins sont de meilleure qualité sur ces 679 hectares. Pour finir, je voulais vous dire que le dernier passage de marchandises à Chinon par voie d'eau a eu lieu en 1913 et que la Loire a perdu son statut de voie navigable en 1926. Voilà.